Comment pouvons-nous réduire la demande? Car évidemment, l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Nous devons réduire la demande tout en respectant pleinement le libre choix des consommateurs. Nous examinons les niveaux d'efficacité énergétique, comme la rénovation des bâtiments ou le remplacement des équipements dans les opérations industrielles. Ce sont quelques-unes des mesures, mais il y en a d'autres que nous allons présenter ou qui seront au centre de la présentation de la communication la semaine prochaine lors de la table des dirigeants. Hormuz est redevenu le centre de la crise mondiale et l'Europe entre dans cette nouvelle phase en tant que spectatrice choquée qui aide à payer mais qui n'arrive pas à contrôler la situation. Ce mardi 14 avril 2026, le détroit reste étranglé par la guerre, le risque militaire et les blocages après l'échec des négociations à Islamabad. Les États-Unis ont détaillé le 13 avril une nouvelle phase de pression militaire liée aux ports iraniens et à la navigation dans la zone d'Ormuz, dans le golfe d'Oman et dans la mer d'Arabie. Le résultat est direct. Les navires reculent, les cargaisons sont bloquées, le prix du pétrole s'envole et la principale artère énergétique de la planète devient un point d'étranglement pour le marché mondial. Ce qui s'est passé en pratique, c'est un changement radical de niveau. Après des semaines de conflits et de discussions sans accord, la crise a cessé d'être uniquement diplomatique et est devenue une épreuve brutale de force sur une route par laquelle transite une part décisive de l'énergie mondiale. Et celui qui apparaît le plus faible en ce moment, c'est justement le bloc européen. L'Europe condamne les restrictions à la navigation, parle de liberté de passage et demande une coordination internationale, mais jusqu'à présent, elle n'a pas présenté de réponse immédiate capable de rouvrir le détroit d'Ormuz par ses propres moyens. Le discours existe. Le levier réel? Non. Qui est au centre de cette impasse? D'un côté, les États-Unis ont durci la pression après l'effondrement des négociations. De l'autre côté, l'Iran reste un acteur clé dans la crise du détroit. Au milieu de ce choc, l'Europe a tenté de se positionner comme défenseur d'une solution multinationale, mais a refusé de suivre la ligne dure de Washington. Des alliés de l'OTAN comme le Royaume-Uni, la France et l'Italie ne se sont pas joints au blocus américain, l'Italie refusant d'envoyer des navires sans mandat de l'ONU. Autrement dit, lorsque les États-Unis sont passés à l'action, les principales nations européennes ont préféré garder leur distance, organiser des conférences et attendre. Maintenant, avec le détroit d'Ormuz bloqué, ce même bloc est exposé à l'impact économique d'une crise qu'il n'a pas aidé à contenir au moment décisif. Où se trouve le véritable poids de cette facture? Dans l'énergie, les transports, l'inflation et le coût de la vie. Selon l'Agence internationale de l'énergie, près de 20 millions de barils de pétrole par jour ont transité par le détroit d'Ormuz en 2025, ainsi que plus de 110 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié. Pour le gaz, l'exposition est encore plus sensible. Un peu plus de 10% du gaz naturel liquéfié qui a transité par Ormuz était destiné à l'Europe et environ 7% de l'ensemble des importations européennes de ce combustible dépendaient de cette route. Et le fait le plus dur est celui-ci. Il n'existe pas de routes alternatives capables de remplacer rapidement ce flux. La déclaration historique d'Ursula von der Leyen, affirmant que l'énergie la moins chère est celle que vous n'utilisez pas, prend aujourd'hui tout son sens. Avec Hormuz sous le choc, cela ressemble moins à un plan solide et davantage au portrait d'une Europe qui, face à la pénurie, demande encore aux consommateurs de se restreindre. Pendant ce temps, les compagnies aériennes européennes réclament déjà une action d'urgence de Bruxelles, demandent une surveillance des stocks de kérosène et alertent sur le risque de pénurie dans quelques semaines. La Commission européenne elle-même prépare de nouvelles mesures concernant les prix de l'énergie, après une hausse de 22 milliards d'euros des combustibles fossiles. En résumé, la réaction européenne reste bien plus axée sur la surveillance, la coordination et la gestion des dommages que sur un véritable changement de cap. Comment l'Europe en est-elle arrivée là et pourquoi? Parce qu'elle a parié pendant des années qu'elle pourrait traverser des crises stratégiques grâce à la régulation, aux objectifs écologiques, aux achats conjoints et à la diplomatie. Même lorsque le problème exigeait aussi une capacité de dissuasion et une présence ferme sur les routes critiques. L'Union européenne elle-même admet qu'elle dispose de l'opération Aspides et discute de son renforcement, mais la vérité politique est que le bloc reste divisé, prudent et lent face à une crise qui exige de la rapidité. Le détroit se trouve au Moyen-Orient, mais les dégâts frappent les capitales européennes. Carburant plus cher, fret plus cher, pression sur l'industrie, l'aviation et les familles.
L'Europe affaiblie, qui a préféré ne pas suivre les États-Unis lorsque Washington cherchait du soutien, se retrouve maintenant piégée dans le pire scénario, sans force pour imposer une solution et sans protection pour échapper à la facture. Et cette fois, la facture est lourde.